Carl Gustav Jung fut, avec Sigmund Freud et Alfred Adler, l'un des fondateurs de la psychanalyse ou de la psychologie des profondeurs modernes, une discipline scientifique qui s'intéresse aux énergies inconscientes qui circulent en chacun de nous. Bien que très apprécié par Freud, Jung s'est éloigné de ses enseignements pour fonder sa propre école de psychologie appelée psychologie analytique. Parmi les concepts les plus importants de l'œuvre de Jung figurent la typologie de la personnalité, l'individuation et également les archétypes tels que la persona, l'ombre, l'anima et l'animus. Dans ce contexte, un archétype est un modèle universel commun à de nombreuses cultures qui influencent le comportement humain. Bien qu'il soit principalement considéré comme un psychanalyste, Jung a apporté d'énormes contributions au domaine de la philosophie. Son approche particulière du sujet est souvent qualifiée de philosophie jungienne. Il a écrit de nombreux ouvrages tels que Psychologie de l'inconscient, L'homme et ses symboles, les archétypes et l'inconscient collectif, L'homme moderne à la recherche d'une âme, la psychologie du transfert, Mémoire, drame et pensée et les relations entre l'ego et l'inconscient. Son œuvre entière portait sur la façon d'aider les gens à naviguer dans la complexité de leur psyché, à mieux se comprendre pour pouvoir guérir. Jung s'intéressait particulièrement au processus d'individuation, à la façon d'exprimer la véritable essence de sa personnalité et à la façon de se développer en une personne mature et entière. Lorsque les gens peuvent harmoniser leur conscience, la partie de la psyché qui est consciente et réceptive à son environnement, avec leur inconscient, la partie de la psyché dans laquelle les activités mentales et psychologiques se déroulent sans que l'individu en ait conscience, ils peuvent comprendre leur soi, qui est leur psyché dans son ensemble, unifiant la conscience et l'inconscient. Apprendre à se connaître est crucial, alors pour vous aider à en apprendre davantage sur la façon de mieux vous connaître, voici cet enseignement de la sagesse de Carl Jung, DRW Mandala. Carl Jung disait, le mandala est le chemin vers le centre, vers l'individuation. Selon Carl Jung, le soi peut être représenté sous la forme d'un mandala, qui est un cercle contenant différents secteurs. C'est un diagramme avec différents composants, chacun représentant un aspect qui révèle le soi. Souvent, il ressemble à un cercle, qui selon Jung, reflète un espace sacré. Lorsque vous dessinez votre propre mandala personnel, cela devient l'une des meilleures façons de voir votre soi intérieur dans ses aspects les plus essentiels. Au centre de la figure, réside le noyau du soi. Le soi est l'aspect central de la personnalité et de la vie d'un individu. Ensuite, autour du cercle, se trouve le monde extérieur et le monde intérieur. La moitié supérieure est le monde extérieur et représente notre environnement. La moitié inférieure montre le monde intérieur, ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Le monde extérieur est en lien avec la conscience, l'ego et la personne. La conscience est tout ce que nous connaissons directement, l'ego est l'entité qui nous aide à organiser tout ce que nous percevons, pensons, mémorisons et ressentons, et la personne est essentiellement le rôle que nous jouons dans la société. Lorsque l'ego est submergé par des sentiments, des perceptions ou des pensées, certaines d'entre elles sont redirigées vers l'inconscient personnel, revenant souvent à notre conscience pendant un bref instant lors d'un rêve. Le monde intérieur, dans la moitié inférieure, est en relation avec l'inconscient collectif, avec l'ombre, l'anima et l'animus, qui sont tous des sources de communication entre la conscience et l'inconscient collectif. L'inconscient collectif est distinct de l'inconscient personnel. C'est la partie qui lie les gens entre eux par des voies invisibles. Jung a utilisé ce concept pour expliquer les similitudes entre les mythologies du monde entier. Il croyait que l'inconscient collectif avait une profonde influence sur la vie des individus, contenant des symboles, appelés archétypes, qui donnent aux individus un sens aux expériences de vie qu'ils traversent. L'ombre, partie du monde intérieur, est considérée comme l'aspect le plus dangereux du soi, constitué de tous les instincts animaux, agressifs ou sexuels inacceptables. En général, les gens ne sont pas très conscients de leur ombre, qui est souvent projetée sur d'autres personnes et objets. Le duo anima et animus est lié à une polarité masculin-féminin. L'anima est le côté féminin de la forme masculine tandis que l'animus est le côté masculin de la forme féminine. Le soi est l'énergie globale qui intègre et organise notre personnalité en réunissant les processus conscients et inconscients. Le mandala n'est pas seulement une forme d'art, mais aussi un outil de psychothérapie que chacun d'entre nous peut utiliser. Pendant un certain temps, Jung dessinait des mandalas tous les jours et analysait l'état de son psychisme en regardant le mandala qu'il venait de dessiner. Il encourageait également ses patients à dessiner leur propre mandala. Il existe de nombreuses formations pour apprendre à dessiner des mandalas. Et nous pouvons aussi essayer d'en dessiner un chaque jour afin de mieux nous comprendre. Par exemple, un patient de Jung a dessiné ses 3 mandalas, à des moments différents. Le premier montre les 4 faces de la Lune, puis sur le deuxième mandala, le Soleil apparaît, ce qui reflète une plus grande différence entre l'environnement et l'inconscient, donc une moindre connexion entre le soi et l'environnement. Et enfin, à la fin, dans le 3e mandala, le Soleil est sur le point de se coucher. Le patient avait dessiné le dernier mandala peu avant sa mort. En tant que couleur, le jaune représente généralement l'intuition, le bleu représente l'esprit, le rouge représente les sentiments et le marron représente les sensations.
en fonction des couleurs et des formes que nous utilisons lorsque nous dessinons le mandala. Idéalement, avec l'aide d'un psychothérapeute, nous pouvons identifier les archétypes correspondants qui pourraient ensuite être interprétés pour donner un sens à nos luttes intérieures. Comprendre vos pulsions subconscientes selon Jung, tout le monde porte une ombre, et moins elle est incarnée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. L'ombre est l'un des archétypes les plus importants selon Jung. C'est une partie de notre subconscient qui fait surface dans les moments les plus inattendus, nous prenant souvent par surprise. L'ombre est cette partie de nous-mêmes que nous ne parvenons pas à reconnaître et qui fait surface à travers les rêves ou par des impulsions subconscientes dans la vie quotidienne. Nous avons tous connu des moments où nous avons fait quelque chose sans savoir immédiatement pourquoi nous l'avions fait. Peut-être que nous nous sommes mis en colère contre quelque chose ou quelqu'un de façon inattendue, que nous sommes allés dans une autre pièce ou que nous avons répondu à une question d'une manière bizarre, sans en connaître la raison. Peut-être était-ce l'ombre qui nous a dirigés. Plus vous agissez de manière rigide dans la vie réelle, plus vous suivez les règles établies par les autres ou celles que vous vous imposez vous-même sans tenir compte de vos émotions, plus vous ne parvenez pas à reconnaître votre ombre. Si vous le faites, vous ne parviendrez pas à vous connaître vous-même. Par conséquent, vous ne pouvez vraiment vous connaître que si vous connaissez également votre ombre. Et ce processus de connaissance de votre ombre peut demander beaucoup d'efforts. Souvent, les choses que nous découvrons dans notre ombre sont désagréables, car notre ombre comprend les parties sombres de nous-mêmes, nos tendances agressives et nos désirs sexuels refoulés, tout ce que nous ne pouvons pas accepter dans notre comportement social quotidien. Mais l'ironie amère est que plus nous essayons de nous éloigner de ces parties sombres, plus elles contrôlent nos vies de manière invisible. Et lorsque cela se produit, nous projetons souvent toutes ces attitudes négatives sur les autres. Par exemple, chaque fois que vous parlez intensément de quelqu'un d'autre de manière négative, vous pouvez être sûr que tous ces traits négatifs sont également en vous, dans votre ombre, sinon vous ne vous impliqueriez pas aussi passionnément dans cette discussion. Lorsque vous jugez quelqu'un sur son apparence, peut-être que vous dites qu'il est en surpoids, mal habillé ou trop maigre. Il y a de fortes chances que vous soyez également peu sûr de vous et que, pour éviter de ressentir de l'anxiété, votre psychisme vous fasse projeter ces sentiments négatifs qui font partie de votre ombre sur les autres. Pour arrêter de projeter et commencer à prendre le contrôle de votre ombre, vous devez d'abord prendre conscience du moment où vous projetez. Arrêtez-vous chaque fois que vous pensez ou parlez avec passion de quelque chose de négatif chez les autres et examinez-vous de la même manière. Y a-t-il un autre sentiment négatif dont vous devez être conscient et est-il lié à vous personnellement ? Par exemple, si vous vous surprenez à dire du mal d'un collègue qui utilise son charisme pour s'en sortir au travail, il est probable que vous aimeriez avoir ce charisme vous-même pour réussir dans la vie de la même manière, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, alors vous préférez accuser l'autre de jouer déloyalement. En vous interrogeant, vous pouvez découvrir de nombreuses choses désagréables sur vous-même, et, en les découvrant, vous saurez sur quoi travailler pour vous en libérer et ainsi, elles ne contrôleront plus votre vie. Connaître son ombre fait partie de la connaissance de son vrai soi. Connaissez vos peurs selon les mots de Jung, découvrez ce que craint le plus une personne et c'est laquelle se développera ensuite. Jung a traité de nombreux patients souffrant de troubles anxieux et il a compris que ce dont ils avaient le plus besoin était le courage d'affronter leurs propres peurs. Il a trouvé que c'était une bonne pratique d'analyser leurs peurs, car, après cette analyse, il pouvait comprendre dans quelle direction elles devaient évoluer. Malheureusement, beaucoup de gens choisissent de ne prendre aucun risque dans la vie, préférant renoncer à leurs rêves plutôt que d'échouer et de se mettre dans l'embarras. Lorsque cette tendance prend le dessus sur les individus, ils peuvent devenir névrosés. Peu importe le courage que nous avons aux yeux de la société, nous avons tous nos propres peurs. Personne au monde n'est vraiment sans peur. Ce que nous pouvons apprendre des études de Jung sur ces patients concernant la façon d'affronter leurs peurs intérieures, c'est qu'en analysant nos peurs, nous pouvons découvrir sur quel domaine de notre vie nous devons travailler. Si nous évitons en permanence d'affronter nos peurs, nous resterons dans un cocon, dans un espace confortable, mais cela ne nous rendra pas heureux à long terme. En refusant de regarder en nous-mêmes, en refusant de mieux nous connaître et de trouver des solutions à nos peurs, nous cesserons de grandir. Par exemple, votre peur de parler en public peut vous empêcher d'avancer dans votre carrière, vous éviter de prendre la parole lors de grandes réunions ou de participer activement à des conférences d'affaires. Vous ne pourrez surmonter votre peur qu'une fois que vous aurez appris à mieux la connaître, à l'identifier, à la reconnaître, puis à trouver les raisons pour lesquelles cette peur est infondée. Dans le cas de notre exemple, analysez les idées que vous aviez en tête et pourquoi vous ne les avez pas présentées. Étaient-elles meilleures que celles de vos collègues ? Si oui, alors vous n'aviez aucune raison de ne pas exprimer votre idée lors de la réunion. Pour commencer à parler davantage en public, vous pouvez vous entraîner devant un miroir ou, mieux encore, vous enregistrer et revoir la vidéo. Non seulement vous pourrez voir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas et y remédier, mais vous vous sentirez également plus à l'aise pour entendre votre voix et vous voir dans ce contexte, ce qui signifie que vous vous sentirez plus en confiance, ce qui améliorera vos performances.
Si votre peur a des racines plus profondes, peut être causée par un événement traumatisant pendant votre enfance, vous devez alors regarder au plus profond de votre mémoire, idéalement avec l'aide d'un psychothérapeute agréé, pour identifier et affronter ces moments. Pour vraiment se connaître et évoluer, l'une des meilleures façons est d'affronter ses peurs et les racines de ces peurs. Affronter ses émotions. Carl Jung nous dit, les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter d'affronter leur propre âme. Selon Jung, les maladies psychologiques comme les névroses ont toujours été à la base de souffrances légitimes. Cette souffrance est souvent enfouie si profondément en nous qu'il devient très difficile d'y faire face. Les émotions douloureuses que nous craignons souvent d'affronter sont issues d'un traumatisme, d'un rejet, d'une perte, d'un échec ou d'un abandon. Il ne suffit pas d'être mentalement conscient de ces émotions enfouies, il est également important d'avoir le courage de les ressentir dans leur forme brute, de les affronter véritablement. Quand nous avons trop peur de les affronter, nous les masquons, nous nous lançons dans des activités autodestructrices, des addictions, ou nous fermons notre cœur, adoptons un comportement plus rigide et avons peur de montrer notre souffrance. Le moyen d'arrêter de fuir notre âme est de comprendre d'abord que ce n'est pas l'événement qui nous a traumatisés, mais plutôt l'ensemble des croyances que nous avons construites par la suite autour de cet événement. Peut-être qu'après avoir subi cet épisode traumatisant, vous avez commencé à vous voir comme un être humain sans valeur, pas assez bon ou pas assez méritant. Une fois que vous avez identifié ces croyances, vous devez commencer à les remettre en question, trouver des preuves dans votre vie actuelle que ces croyances ne sont pas vraies et construire un système de croyances meilleur et plus positif sur vous-même. Par exemple, imaginez que vous avez été élevé dans une famille dysfonctionnelle, avec des parents alcooliques qui vous négligeaient régulièrement, vous faisant sentir inutile, mais aussi honteux d'eux. Tout comme vos parents vous ont négligé lorsque vous étiez enfant, à l'âge adulte, vous découvrez que votre partenaire fait de même et tous ces souvenirs du passé viennent maintenant vous hanter. La tristesse que vous ressentez à cause de votre partenaire sera amplifiée par la tristesse que vous avez ressentie pendant votre enfance, ce qui aggravera la situation et vous empêchera de vous concentrer sur vos tâches quotidiennes les plus élémentaires, ce qui pourrait même entraîner une dépression clinique. Vous ne devez pas fuir ces premiers souvenirs de votre enfance, mais plutôt examiner le système de croyances que vous en avez hérité et le remettre en question. Un exemple de croyance qui vous influence négativement peut être que vous pensez que vous n'êtes pas assez aimable, que vous ne méritez pas d'être aimé, que si quelqu'un vous connaissait mieux, il ne vous aimerait pas et, s'il montre qu'il vous aime, vous pensez qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez lui. Vous devez changer ce système de croyance pour en adopter un meilleur, qui reflète mieux la personne méritante que vous êtes aujourd'hui. Un exemple de système de croyance qui vous aiderait à vous sentir plus aimable pourrait être de commencer à vous dire que vous n'êtes pas parfait, mais que personne d'autre ne l'est non plus, et que c'est normal. Vous essayez de travailler sur vous-même tous les jours, en faisant des efforts pour vous développer, en essayant d'être juste avec les autres, vous faites de votre mieux dans votre travail et vous vous investissez à fond dans vos relations. Ayez d'abord votre propre validation, puis recherchez celle des autres. Vous ne pouvez construire des émotions positives que sur une base solide d'amour-propre, une bonne connaissance de vous-même et de ce dont vous êtes capable. Votre vision de vous-même deviendra plus claire si vous examinez vos émotions les plus profondes, votre souffrance intérieure et les croyances que vous avez construites autour d'elles. Vous ne pouvez pas vraiment vous connaître si vous n'avez pas le courage d'examiner votre âme et vos émotions de fond en comble. Comprenez vos rêves. Pour citer Carl Jung, les rêves sont les faits à partir desquels nous devons procéder. Jung considérait les rêves comme des messages de l'inconscient. Ils ont pour rôle de rétablir l'équilibre psychique. Tout ce qui n'a pas été pleinement traité par le conscient au cours de la journée revient nous hanter dans nos rêves. Jung pensait que les rêves contenaient principalement des sentiments refoulés auxquels nous ne voulons plus faire face. Il a donc créé une méthode d'interprétation des rêves qu'il a appelée imagination active. Tout d'abord, les patients devaient écrire leurs rêves juste après s'être réveillés. Ensuite, ils devaient identifier les symboles clés apparaissant dans le rêve et faire des associations entre eux, en les reliant aux événements de leur vie quotidienne. Grâce à ce processus d'imagination active, Jung guidait ses patients dans un processus de revivre le rêve, alors qu'ils étaient encore éveillés. Le but était d'accéder à l'histoire à l'intérieur de l'histoire du rêve. Peu importe à quel point l'histoire du rêve est absurde, Jung croyait qu'il y a toujours une signification plus profonde. En revivant le rêve, nous nous forçons à interagir avec les personnages du rêve de manière active, émotionnelle et, en vivant cette émotion, nous entrons en contact avec les couches les plus profondes de nous-mêmes. Si Freud interprétait les rêves uniquement comme des moyens de découvrir des instincts sexuels refoulés, pour Jung, un rêve peut avoir plus de dimensions, y compris des archétypes et des symboles culturels. On dit que Freud interprétait les rêves au niveau objectif, tandis que Jung le faisait au niveau subjectif. Selon Jung, si vous rêvez que vous parlez à un vieil homme que vous ne connaissez pas et que cet homme vous dit quelque chose de très important, cela signifie que vous devez écouter ses conseils. Ce vieil homme représente le vieux sage, un archétype, qui est censé être votre guide, votre assistant.
Lorsque de tels archétypes apparaissent dans vos rêves, cela signifie que votre vie traverse une période de transformation. L'inconscient n'est pas un territoire inoffensif. Il faut donc être prudent si l'on veut se lancer dans l'interprétation des rêves. Il est préférable de commencer par des rêves simples, puis de passer à des rêves plus complexes, peut-être avec l'aide d'un psychothérapeute. En analysant nos rêves, nous pouvons comprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur qui nous sommes à l'intérieur. Nous pouvons apprendre des choses que nous n'aurions jamais imaginées sur nous-mêmes. Prenez le temps d'être seul. Carl Jung nous enseigne que l'expérience la plus haute et la plus décisive est d'être seul avec soi-même. Vous devez être seul pour découvrir ce qui vous soutient, lorsque vous constatez que vous ne pouvez pas vous soutenir vous-même. Pour Jung, la solitude était très importante, déclarant que pour lui, c'était une forme de guérison, rendant le reste de la vie digne d'être vécu. Les ragots vidaient Jung de son énergie et il préférait souvent la compagnie de ses propres pensées. L'expérience de la solitude vous donne plus de pouvoir pour faire face aux défis de la vie, vous comprenez alors mieux la cause de tout problème qui vous affecte, vous découvrez quelles ressources vous avez en vous pour faire face à ce problème. C'est aussi le moment idéal pour trouver des idées créatives concernant les prochaines étapes à suivre pour réaliser ce que vous voulez faire dans la vie. La solitude est différente de l'isolement, la solitude étant un acte volontaire, tandis que l'isolement est une situation malheureuse dans laquelle vous vous sentez déconnecté des autres sans le vouloir. Dans la solitude, vous pouvez vous connaître beaucoup mieux que lorsque vous êtes avec d'autres personnes. Lorsque vous êtes avec d'autres personnes, il y a de fortes chances que vous commenciez involontairement à copier certains de leurs comportements et que, d'une certaine manière, l'authenticité de vous-même devienne floue dans cette interaction. Pour vraiment nous connaître nous-mêmes, nous avons besoin de moments de solitude où nous sommes seuls avec nos pensées. Nous devrions essayer d'avoir un espace personnel dans notre maison, un espace où personne ne nous dérange, où nous pouvons méditer, écrire des notes personnelles, écrire dans un journal ou, si ce n'est pas possible, faire de longues promenades dehors, seuls, de préférence dans la nature. Vous ressentirez bientôt les bienfaits de ce moment de solitude. Et nous apprendrons tous à nous connaître un peu mieux chaque jour où nous pratiquerons la solitude. Demandez aux autres ce qu'ils pensent de vous. Dans notre dernière citation de Jung pour cette vidéo, il dit « Nous pouvons penser que nous nous contrôlons totalement. Cependant, un ami peut facilement révéler quelque chose sur nous dont nous n'avons absolument aucune idée. » Bien que Jung ait souvent parlé des bienfaits de la solitude, qui offre l'une des meilleures opportunités pour explorer son âme, pour mieux se connaître, il a également reconnu que certains aspects de notre personnalité peuvent nous échapper et que seule une autre personne, comme un ami, un membre de la famille ou un amant, peut réellement repérer ces aspects. Au cours de sa vie, Jung a rencontré plusieurs personnes qui ont eu un fort impact sur lui, l'aidant à mieux se connaître. Citons par exemple deux de ses maîtresses, Sabina Spielrein et Toni Wolff, qui étaient à la fois ses amantes et ses assistantes. Ils ont non seulement aidé Jung à mieux se comprendre émotionnellement, mais ils l'ont également aidé dans son travail. Wolff est celui qui l'a aidé à définir et à nommer les concepts d'anima et d'animus. Nous ne devrions jamais négliger le rôle des autres dans notre quête d'une meilleure connaissance de nous-mêmes. Par exemple, vous pourriez penser que vous êtes une personne aimable et que vous savez très bien écouter. Pour vérifier si c'est vrai, demandez à votre ami le plus proche ce qu'il en pense. Il pourrait bien vous dire que, oui, il sait que vous vous souciez d'eux et qu'il peut compter sur vous lorsqu'il a de graves problèmes, mais que, lorsqu'il essaie de vous donner plus de détails sur les problèmes auxquels il est confronté, vous êtes trop pressé d'essayer de résoudre les problèmes, coupant court à son discours plutôt que de le laisser s'expliquer correctement et se décharger, ce qui peut souvent être plus utile que d'essayer de lui proposer des solutions basées sur des informations partielles. Ce que les autres peuvent nous dire sur nous-mêmes peut parfois être inconfortable à écouter, mais nous devons quand même demander une réponse honnête, si nous voulons vraiment connaître les dures vérités sur nous-mêmes. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de consulter notre playlist complète de philosophie de vie. Et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.